Alors, tous mes sincères salutations, n'est-ce pas, à la jeune génération consciente, notamment à tous ces jeunes Africains qui s'investissent dans des domaines aussi intéressants que l'ingénierie. Alors, nous sommes à la guerre de communication. Il faudra à l'avenir que l'Afrique apprenne à gérer, n'est-ce pas, l'information, à la contrôler. C'est pourquoi nous avons besoin des ingénieurs en télécommunication. Les domaines tels que l'informatique doivent être maîtrisés par les Africains. Nous avons besoin des ingénieurs en informatique. Des domaines tels que l'agronomie devraient être parfaitement maîtrisés parce que nous sommes aussi dans une guerre asymétrique où on empoisonne l'Afrique, même pas l'alimentaire. Donc les ingénieurs en agronomie, en gros, tous les secteurs qui vont dans le sens du génie devraient être envahis par des jeunes Africains. Mais seulement il est important de remarquer que l'ingénieur africain devrait avoir un profil mental et des prédispositions qui l'amènent à s'attacher à sa terre. Parce qu'il est démontré malheureusement aujourd'hui que les meilleurs ingénieurs de l'Afrique, malheureusement, ne travaillent pas pour l'Afrique. Non pas pour en faire une critique frontale, mais tout simplement parce qu'il manque, n'est-ce pas, d'ancrage par rapport à la terre d'origine. Alors, je voudrais ici prendre, n'est-ce pas, l'exemple d'une histoire tout à fait intéressante des ingénieurs qui ont changé la face d'une nation qui s'écroulait. Et peut-être que quelques États africains peuvent aussi s'en inspirer ou quelques jeunes. Il s'agit bien entendu d'un pays de l'Asie, vous l'avez deviné, c'est le Japon, avec sa superficie d'environ 378 000 km² pour une population d'environ 125 millions d'habitants. Donc je rappelle ici que le Japon est plus petit que l'État du Cameroun, qui est autour de 475 442 km², mais le Japon a lui seul a pratiquement la population des habitants de la zone dite CEMAC en Afrique centrale. J'ai cité le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao Tomé et Principe. Donc si vous rassemblez l'ensemble de cette population, c'est sensiblement la population du Japon. C'est ici pour démontrer encore à suffisance que l'Afrique est sous-peuplée. Mais il faut des mesures d'accompagnement, bien sûr. Alors, une fois que j'ai dit ça, je fais un voyage dans le temps, la guerre de 39-45, 1939-1945, que l'Occident a tout fait d'appeler la Deuxième Guerre mondiale, parce que vous savez qu'à chaque fois, quand l'Occident met sur pied une fourberie, quand l'Occident a une attitude destructrice, elle fait tout pour entraîner l'humanité dans cette affaire-là. Mais quand ça va dans le sens des bénéfices, des bienfaits tels que la colonisation, des avantages, etc., elle se taille la part du lion. Il faut bien comprendre son mode de fonctionnement. Donc, durant cette guerre, le Japon s'est vraiment impliqué à corps et âme. Et le Japon ne faisait pas partie de ceux-là qui étaient appelés les alliés, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, etc. Et donc, comme vous le savez très bien, durant les années 1900, la physique va faire, n'est-ce pas, des découvertes formidables, notamment le champ de la physique nucléaire, c'est-à-dire cette physique qui s'intéresse au noyau de l'atome. Et les meilleurs physiciens se trouvaient forcément du côté des personnes dites nazies. Il faut donc retenir que l'Allemagne avait près de 50 années d'avance sur tout le reste sur le plan de la technologie. Et donc j'en prends pour exemple, dans le domaine tel que la physique quantique ou bien la physique des particules de basse énergie, l'un des plus grands experts était un Allemand, il s'appelait Max Planck. Et dans son laboratoire se trouvait un autre génie de la chimie qui s'appelait Otto Hahn. Et donc, les meilleurs physiciens de l'Europe de l'Est venaient se former dans ce laboratoire. Parmi ces derniers se trouvait une dame qu'on appelait Lise Meitner, c'est une Autrichienne, vraiment brillante. Et c'est elle qui a donc réussi ce qu'on appelait la première fission du noyau d'uranium 235 à travers une expérience dite sérendipique. En science, on dit qu'une expérience est sérendipique, c'est-à-dire qu'au cours d'un hasard, vous parvenez à un résultat patent que vous analysez et qui débouche, n'est-ce pas, sur un domaine novateur. Et donc, cette dernière a réussi à fragmenter le noyau de l'uranium, alors qu'elle voulait juste incruster un neutron au centre. Mais malheureusement, lorsque la guerre va prendre de l'ampleur, les juifs ashkénazes et les juifs khazars, parce qu'il faut très bien comprendre qu'il y a plusieurs types de juifs, il y a un peu de l'amalgame aujourd'hui, pardon. Et donc, elle va être chassée dans son pays d'origine en Norvège. Et cette découverte va conduire, n'est-ce pas, à la maîtrise de l'énergie du noyau de l'atome qu'on appelle l'énergie nucléaire et va donc naître ces fameuses bombes dites atomiques. Et donc, vous savez que durant cette guerre, les États-Unis feront tout, n'est-ce pas, pour s'accaparer des meilleurs savants allemands qu'elle va appeler les bons nazis. Elle va même refuser de les donner le nom de nazis, elle va dire que c'est des victimes de guerre. Mais les soldats seront abattus. Donc les meilleurs physiciens allemands ont été récupérés par les États-Unis. Ils ont donc volé cette formule-là et ils ont fabriqué leur fameuse bombe atomique. Et donc je reviens sur le Japon. Ces bombes ont été testées à Hiroshima, Nagasaki et on parle aussi d'Hokkaido. Et le nombre de morts étant élevé,
Le Japon est saccagé en 1945. Un peu comme le cerveau de l'Africain aujourd'hui, en ruine, en décrépitude. Aucune civilisation, aucun ancrage. Le Japon, c'est une désolation totale. Mais le Japon est assis sur des valeurs profondes et sur une culture millénaire. Et c'est ça l'élément premier lorsqu'un peuple veut se reconstruire. Il faut s'asseoir sur des fondations fortes. Est-ce le cas pour l'Afrique? Point d'interrogation. Bon, certains pays africains, cependant, ont réussi déjà à retrouver certains de leurs ancrages. Alors, les Japonais vont visualiser leur nation. Ils vont visualiser leur pays et constater que le pays doit être reconstruit. Et c'est ainsi que va naître le projet de base. Parce que pour reconstruire un pays, ou bien pour construire un pays, il faut un projet initial. Alors, le projet initial, c'est reconstruction. Qui a-t-on besoin pour reconstruire une nation? Le Japon a tout de suite compris qu'il fallait investir intégralement dans le domaine des ingénieurs. Et c'est ainsi qu'elle a conçu un système éducatif qui reposait sur la formation des ingénieurs et sur le patriotisme profond. Et on a donc cette formidable image d'un jeune Japonais d'environ 10 ou 11 ans qui, ayant vu son petit frère, n'est-ce pas, mort au sol, suite, n'est-ce pas, à une explosion, prit son jeune frère et le porta au dos. Et l'un des soldats lui posa la question: mais jeune homme, est-ce que tu ne trouves pas que ton petit frère pèse? Et il répondra très simplement en disant: c'est mon petit frère, il ne pèse pas. Et l'image de ce jeune homme devint ce qu'on appelle le symbole pour le Japon courageux. Parce que le petit avait démontré à suffisance que malgré la désolation et la ruine qu'il y a autour de lui, il ne va pas rester là à pleurnicher. Il va se lever, être proactif, actif et reconstruire sa nation. Et donc tout est mental à la base lorsqu'on veut reconstruire un pays. Et ici, on a aussi un ingrédient important, c'est que les éléments de traîtrise n'existent pas au Japon. Donc, pour construire une nation, tous les éléments qui vont dans le sens de détruire la nation doivent être éliminés de facto. Et bien sûr, dans le sens de faire évoluer l'Afrique. Parce que vous pouvez décider de reconstruire votre nation en détruisant l'Afrique. Parce que ce format-là existe également. Donc, une fois que j'ai dit ça, il y a donc comme ça, en 1947, un jeune ingénieur qui va naître le 9 décembre 1947. Il s'appelle Noriaki Okabe. Ce dernier va donc être de cette génération à qui on va enseigner que la vision ultime de la nation, c'est de reconstruire le Japon. Et ainsi, face à un projet terrible qui correspond, n'est-ce pas, à l'état d'esprit de l'Africain, parce qu'au Japon, vous avez des vents puissants tels que les typhons, extrêmement puissants, qui soufflent venant de la mer de Chine. Le Japon, c'est près de 55 volcans actifs sur 63. Vous imaginez un pays où chaque jour, il y a pratiquement éruption volcanique avec tremblement de terre. Mais malgré cela, les Japonais se sont mis debout et ils ont dit: nous allons maîtriser la nature en comprenant ces lois. Et ainsi va naître un projet très intéressant et c'est là où je chute. Et ce projet, je le compare très souvent au projet de reconstruction de l'Afrique. Il est question de construire un aéroport. Il manque d'espace. Mission quasi impossible. Un Africain mentalement fragile dira: c'est un projet impossible. Mais l'ingénieur Noriaki Okabe se rappelle d'une chose: je suis né pendant une période où le Japon était en ruine. Aujourd'hui, le Japon est debout. Quelle est ma contribution? Alors qu'il était en mission en Europe avec son ami Renzo Piano, un Italien avec qui il travaillait, il revint et dit: je veux construire cet aéroport. Mais on dit Noriaki, il n'y a pas d'espace. Et que fait Noriaki? Noriaki regarde la mer et décide de construire, n'est-ce pas, cet aéroport qu'on va appeler l'aéroport du Kansai, dans la mer. Il va construire une île artificielle contre les typhons et les vents marins. Il va ressortir une plateforme. Et en 3 années, il va mettre sur pied cette plateforme. Et c'est l'un des aéroports les plus puissants au Japon. Donc le projet de reconstruction de l'Afrique est comparable à ce projet de ce puissant ingénieur Noriaki Okabe qui a 75 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, chez tout jeune Africain, là où on a l'impression que c'est impossible, il faut aller loin dans le mental, rechercher ce courage et transformer cette notion d'impossibilité en possibilité. Donc je vais chuter là en disant simplement que la reconstruction de l'Afrique est possible. La reconstruction de l'Afrique est possible, je le répète une deuxième fois, mais il faut simplement des jeunes, n'est-ce pas, qui sont assis sur des convictions, des jeunes qui aiment leur nation. Et pour cela, il faut lire des grands maîtres qui vont nous enseigner l'histoire, tels que Doumbia Fakoli du Mali, Bombok Bassong du Cameroun, Kofi Gomez, le grand maître, le grand maître Théophile Obenga, Djewuti Tot. Il faut lire nos grands savants, il faut lire Cheikh Anta Diop pour retrouver, n'est-ce pas, ces éléments culturels, cet ancrage qui fera en sorte qu'on aime notre continent et qu'on puisse être capable de relever des défis aussi puissants que ceux de l'architecture physique et l'architecture mentale.
dont la reconstruction de l'Afrique est plus que jamais une nécessité. Bien des choses à nous tous, on est ensemble.